Bonjour chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue à ce cours traitant les problèmes économiques et sociaux contemporains. Ce module fait partie de votre parcours en licence fondamentale en économie et gestion à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université de Nauzoir. Pour commencer, voici quelques objectifs de ce cours. Tout d'abord, c'est de vous introduire à connaître de plus près les problèmes économiques et sociaux contemporains. Et puis vous sensibiliser aux problèmes qui se posent dans les pays développés et surtout ceux des pays en voie de développement. Et finalement, l'objectif est de vous fournir les outils techniques et méthodologiques utilisés en économie pour comprendre, mesurer et analyser les problèmes économiques et sociaux. Ce cours vous sera fourni sous deux formats. Je mettrai à votre disposition des PDF contenant le détail des chapitres que nous allons traiter ensemble dans ce module, en plus de ces capsules vidéo explicatives. Il faut noter que ces vidéos représentent juste un résumé qui accompagne et facilite la compréhension du cours que vous aurez en polycopié, mais les vidéos ne le remplacent pas. Alors, tout au long du semestre, nous allons suivre le plan suivant. Le premier chapitre sera dédié à la croissance et au développement, suivi par un chapitre dédié à l'inflation. Le troisième chapitre sera réservé à l'étude du phénomène du chômage. Le quatrième chapitre sera réservé à l'environnement. Nous allons voir les problèmes liés à la mondialisation au niveau du cinquième chapitre. Et puis finalement, nous allons voir en dernier chapitre les inégalités socio-économiques et nous allons parler aussi des objectifs du développement durable des Nations Unies. En effet, ce sont 17 objectifs mondiaux à atteindre d'ici 2030. Ce sont des objectifs qui donnent la marche à suivre pour répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, le climat, la dégradation de l'environnement, etc. Au niveau de chaque chapitre, je vais vous présenter les concepts théoriques, illustrés par des références statistiques et explications les plus récentes possibles, tout en confrontant les données mondiales à chaque fois au contexte économique et social marocain. Alors, on est au niveau du premier chapitre. La croissance économique est l'un des phénomènes les plus passionnants de la science économique et de la macroéconomie plus précisément, car elle permet d'expliquer non seulement le processus d'enrichissement des nations et des pays, mais aussi de rendre compte des disparités de niveau de vie entre les différents pays. La croissance économique, par son importance en termes de création de richesse, de prospérité et d'amélioration des niveaux de vie, a été et continue d'être l'une des préoccupations majeures de la science économique. Il y a un nombre impressionnant d'études, d'articles, de livres qui sont publiés sur le sujet et qui témoignent de son importance. Les principales questions qui sont abordées par cette riche littérature sont liées à la nature et la vitesse de la croissance, et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce chapitre. Par exemple, qu'est-ce qui explique que certaines nations connaissent des taux de croissance plus rapides que d'autres? Autrement dit, quels sont les déterminants de la croissance économique? Mais avant de partir et étudier ces détails, commençons par la définition de la croissance économique. Selon François Pérou, la croissance économique se définit comme un processus continu et soutenu d'accroissance de la production réelle ou PIB réel d'une économie dans le temps. Cela veut dire, pour parler de croissance économique, il faudra que d'une année à une autre, on assiste à un accroissement du PIB réel. La croissance est un indicateur quantitatif, prenant en considération la richesse qui est créée dans un pays. Richesse créée entre deux périodes, généralement sur une année, et plus, et elle sert à prendre compte des changements de dimension d'une économie.
on a très souvent recours à des agrégats, des indicateurs, permettant de mesurer l'évolution de l'ensemble des productions. Un agrégat qui est utilisé généralement pour la mesure de la croissance économique, c'est le PIB, qui renvoie au produit intérieur brut. Alors, le taux de croissance se mesure donc par la variation du PIB entre deux périodes. Les comptables nationaux utilisent deux variantes de type de PIB pour calculer la richesse créée dans une économie. Tout d'abord, le taux de variation du PIB en volume, qui est le résultat d'un effet quantitatif, et il y a aussi le PIB en valeur, ça veut dire qui est mesuré avec un effet de prix. Le critère le plus significatif, c'est la croissance du PIB par habitant. C'est ce critère, cet agrégat, cet indicateur, qui mesure le degré d'enrichissement réel d'une population. Les facteurs qui influencent la croissance sont le travail, le capital, soit matériel productif, et le progrès technique, entre autres. Alors, nous allons discuter de ces facteurs et de leur évolution historique un peu plus tard au niveau de ce cours, aussi bien que les outils de mesure de la croissance économique. Mais avant, je vous propose ici de voir ce schéma, ce graphique, qui est publié par la Banque mondiale. Ça, c'est les dernières statistiques qui ont été publiées en 2020 et qui retracent le PIB du Maroc depuis le milieu des années 60. Donc, comme vous le constatez sur ce graphique, au Maroc, la croissance économique, elle est très volatile. C'est ce qu'on appelle une évolution en dents de scie. Donc, la forme du graphique, elle est sous forme de dents de scie. Elle marque des hauts et des bas selon les variations de la production agricole qui a toujours été fort dépendante des conditions climatiques. Donc, selon le Haut Commissariat au Plan marocain, le HCP, entre 1960 et 2004, la croissance est tombée 10 fois au-dessous du zéro. Et elle a dépassé rarement les 5%. Et le graphique en témoigne. Les plus importantes performances ont été en général réalisées suite à une forte baisse du taux de croissance l'année précédente. Par exemple, cette année, en 1995, il y avait moins 5%. L'année suivante, il y avait un taux de croissance énorme du PIB. C'est tout à fait normal, suite aux performances très limitées de l'année précédente. Quelques autres précisions liées à la croissance économique. Le produit intérieur brut permet de déterminer la valeur de tous les biens et les services produits dans un pays. En d'autres termes, il traduit la richesse totale produite sur un territoire donné, estimée par la somme des valeurs ajoutées. Donc, le PIB, ou plutôt la croissance économique, c'est la variation du PIB d'une période à une autre. La croissance économique ne veut pas dire forcément une amélioration du bien-être. La croissance peut s'accompagner d'un creusement des inégalités. Donc, comme indicateur, le PIB est considéré incomplet. Il ne prend pas en considération, par exemple, les activités qui ne font pas l'objet d'un échange marchand. L'exemple ici, c'est les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses se caractérisent par un progrès technique élevé qui a permis un développement économique très intense, la reconstruction économique des pays qui ont été fortement touchés par la Deuxième Guerre mondiale, le retour vers la situation de plein emploi, la croissance forte de la production industrielle, croissance démographique importante, c'est le baby boom, mais les 30 glorieuses ont été marquées par une progression des inégalités sociales et des inégalités des revenus. La croissance ne veut pas dire non plus que l'économie est saine. Une croissance forte entraîne généralement une inflation. Elle peut également se traduire par une hausse des importations et un déséquilibre de la balance commerciale. Ici, l'exemple, c'est le plan de relance Giscard de 1975 à la fin des 30 glorieuses. Donc, ce plan a été un succès un peu mitigé.
Il y avait une croissance de 4,4% en 1976, mais il y avait une forte inflation de plus 11% et un gros déficit du commerce extérieur. Donc, une bonne croissance économique, 4,4% en l'occurrence, ne veut pas forcément dire que tous les indicateurs de la santé économique du pays sont bons. Finalement, quand l'augmentation des richesses enregistrées est de courte durée, quelques trimestres, les économistes ici parlent de l'expansion. C'est une phase du cycle économique et voici un cycle économique. C'est une succession de phases conjoncturelles. Le graphique que vous voyez ici fait apparaître les différentes configurations en fonction de la phase conjoncturelle. On commence par l'expansion économique, appelée par certains chercheurs, certains économistes, essor économique. Donc, expansion ou essor économique. C'est la phase de prospérité de tous les indicateurs. Donc, il y a une hausse de production, une hausse des salaires, des bénéfices, une consommation, investissement privé très fort. Les acteurs économiques accroissent leur capacité de production afin de répondre à une demande qui est croissante. Par la suite, on passe à la phase de crise. C'est le point de retournement entre la phase d'expansion et puis la phase de récession. La récession économique, c'est une phase de surchauffe qui entraîne des licenciements par exemple massifs, un impact important sur la consommation, les salaires sont gelés, il y a un mécontentement des ménages qui grandit, la crise de confiance aussi qui s'installe à tous les niveaux. Il faut noter ici, comme on a parlé de l'expansion, la récession se distingue d'un simple ralentissement de l'économie qui correspond à une diminution du taux de croissance du PIB sur 2 trimestres consécutifs. La dépression économique, quant à elle, concerne une chute de la production plus intense et sur une durée qui est plus longue. L'exemple ici, c'est la Grande Dépression qui a survenu aux États-Unis après le crash boursier de 1929. Et finalement, il y a la reprise économique qui est appelée phase de rétablissement par certains économistes. C'est un point de retournement entre la phase de récession et la phase de expansion. On cherche par tous les moyens ici à sortir de la crise et on assiste à une grande restructuration de l'économie, surtout de la part de l'État. Il faut noter ici que les chercheurs classent 4 types de cycles économiques en fonction de leur durée. Il y a le cycle Kitchin, qui dure de 3 à 4 années et qui est découvert en 1923 par l'économiste Joseph Kitchin. Le suivant, c'est le cycle Juglar, qui dure entre 8 à 10 années. Appelé aussi cycle majeur, il est découvert en 1862 par Clément Juglar. Par la suite, il y a le cycle Kuznets, qui dure de 15 à 25 ans. Il est le fruit de travaux de Simon Kuznets. Et finalement, le 4e type, c'est le cycle Kondratiev, qui dure de 40 à 60 ans. Il est appelé aussi cycle de longue durée. Il est mis en évidence dès 1926 par l'économiste Nikolai Kondratiev. Revenons aux précisions liées à la croissance économique. Donc, quand l'augmentation des richesses provient d'une simple hausse quantitative des facteurs de production, ça veut dire le travail et le capital, on parle de croissance extensive. Quand cette augmentation de richesse a pour origine une meilleure organisation du travail, par exemple le recours au taylorisme, au fordisme, au toyotisme, je vous invite à chercher les significations de ces modes d'organisation de travail si vous ne les connaissez pas. On parle ici de croissance intensive. Donc il est très important de différencier la manière dont la croissance est réalisée. Les économistes parlent encore de croissance autocentrée lorsqu'elle repose sur les dynamiques internes, par exemple la consommation des ménages, ou croissance extravertie, lorsqu'elle découle de l'ouverture de l'économie. La croissance autocentrée se dit du développement économique d'un pays dont la stratégie repose sur l'accroissement du marché intérieur et sur une autonomie relative
vis-à-vis du commerce extérieur. Donc, elle se traduit par la mise en place d'un tarif douanier protecteur qui freine l'importation de certains biens et par une politique de substitution des importations qui consiste à produire sur le territoire national un bien qui était auparavant importé. Par exemple, il y a un célèbre plan ISI, le plan d'industrialisation par substitution aux importations qui était appliqué par plusieurs pays au fil de l'histoire par l'augmentation des barrières tarifaires et non tarifaires et la réorientation vers le marché national. Ce plan a été appliqué par le Brésil entre 1930 et 1980, mais aussi d'autres pays de l'Amérique latine dans les années 70 comme l'Argentine, le Mexique, le Chili, Venezuela, l'Uruguay et le Pérou. Certains pays aussi asiatiques comme le Japon et la Corée du Sud ont appliqué cette stratégie à un certain moment. Par contre, la croissance extravertie ou la stratégie extravertie s'appuie sur une logique libérale, sur les avantages comparatifs du pays pour l'insérer dans la division internationale du travail. Donc, elle se traduit par une politique de promotion des exportations. On définit les produits susceptibles de se vendre sur le marché mondial et on facilite leur production en ouvrant le pays aux multinationales. Les exportations allemandes représentent par exemple 47% du PIB de ce pays en 2018. Ici, c'est un graphique qui est également tiré du site officiel des statistiques de la Banque mondiale qui représente l'évolution des exportations des biens et des services de l'Allemagne en pourcentage du PIB. Regardez l'évolution. En 1970, les exportations des biens et des services représentaient approximativement 15% du PIB de l'Allemagne. Après plusieurs années, il y avait une augmentation jusqu'à atteindre en 2018 47% du PIB national. Donc, il y avait une augmentation approximative de 213% sur 48 ans. Il y a aussi la croissance équilibrée, qui est une croissance caractérisée par un taux d'accroissement de l'offre qui est égal à celui de la demande sur le marché des biens et des services. Il y a les forces du marché qui sont autorégulées. Dès qu'il y a une augmentation des prix, la demande diminue et l'offre s'ajuste automatiquement. Donc, une croissance équilibrée satisfait les conditions du carré magique de Kaldor que vous voyez devant vous. Le carré magique est une représentation graphique de la santé économique d'un pays. Développé par l'économiste Kaldor, ce graphique représente les 4 grands objectifs de la politique économique conjoncturelle d'un pays qui sont la croissance, l'équilibre extérieur de la balance commerciale, la stabilité des prix et puis le plein emploi des facteurs de production. Ça, c'est un carré magique qui donne la situation optimale. Ça, c'est l'objectif. Mais après, la représentation graphique réelle et réaliste des pays diffère sensiblement. Ici, c'est l'exemple du graphique du Maroc et de la Tunisie en 2013 qui retrace en PIB la croissance. En BTC, ça veut dire le solde de la balance des transactions courantes en pourcentage du PIB qui renvoie à la balance commerciale. L'INFL, le taux de variation de l'indice des prix à la consommation qui renvoie à la stabilisation, la stabilité des prix, et puis le chômage aussi en 2013. Donc on voit ici la représentation de chacun de ces deux pays par rapport à ces différents indicateurs. L'optimal, c'est ce qui est représenté par le carré de Kaldor, le carré magique de Kaldor, mais là c'est la situation réelle de chacun de ces deux pays. Passons maintenant au concept du développement. Il représente le résultat d'un ensemble de transformations qui affectent les structures économiques, sociales, mentales, etc. Il ne faut pas vraiment confondre la croissance économique avec le développement, parce que ce dernier se définit comme un progrès intégral de l'homme à travers des facteurs démographiques, politiques, juridiques, économiques et socioculturels.
Donc le développement est un concept qualitatif, très complexe. C'est un mouvement de long terme difficile à mesurer. Donc le développement accompagne la croissance. Il comprend bien sûr la transformation économique, mais aussi sociale, environnementale, entraînée par la croissance économique. Et on finit cette séance par une classification des pays en termes de développement, en termes de niveau de développement. Nous avons tout d'abord les pays considérés pays développés. Ce sont les pays où la majorité de la population accède à tous les besoins vitaux, le logement décent, l'eau potable, la santé, l'éducation, la nourriture, entre autres. Par contre, il y a les pays sous-développés. On parle ici des pays aussi sous-développés ou de sous-développement. On parle ici de sous-développement d'un pays lorsque la situation sanitaire et économique est très mauvaise. Donc le terme pays sous-développé n'est pas vraiment aussi employé aujourd'hui comme avant. On préfère utiliser le terme qui est un peu plus neutre de pays en développement ou en voie de développement. On va le voir tout de suite. L'ensemble des pays en développement n'est absolument pas homogène. On peut avoir deux pays considérés tous les deux comme pays en voie de développement, mais dont les économies ne se ressemblent pas. Les niveaux de développement varient énormément sensiblement. Le terme fait en général référence à tous les pays qui ne font pas partie des pays développés. Donc nous avons les pays développés et les pays en voie de développement, mais ça ne veut pas dire que les pays en voie de développement se ressemblent entièrement en termes de avancement économique et performance économique. Le terme pays en voie de développement n'est qu'une appellation parmi d'autres pour désigner le même type de problème. On va voir ensemble d'autres appellations de ces pays. Pays en voie de développement, puisque les pays sous-développés est considéré un terme ancien, un terme qui est apparu comme péjoratif, on est passé à la terminologie pays en voie de développement ou pays en développement. Donc c'est une expression qui est moins péjorative que la première, mais qui s'inscrit dans la même problématique du retard économique. Donc, pays en voie de développement préjuge qu'une amélioration de la situation n'est pas toujours vérifiée. Donc, il faut noter ici que la Banque mondiale utilise aussi cette classification de pays développés et pays en voie de développement. L'abréviation, c'est PED. Les pays les moins avancés, elle est aussi utilisée pour désigner les pays en développement. C'est un terme qui est utilisé dans les classifications des instances internationales. Donc, il cumule les défauts précédents aussi, il a une connotation péjorative et puis il est moins utilisé aujourd'hui. Il y a aussi pays du tiers-monde qui a été inventé par Alfred Sauvy en 1952, qui a connu un grand succès, une grande utilisation à un certain moment, mais qui a été par la suite remplacé par pays en développement ou pays en voie de développement. Il y a aussi d'autres termes encore, pays pauvres, pour désigner les pays sous-développés ou les pays en développement. Pays du Sud, qui fait la différence géographique des pays situés au Sud par rapport aux pays du Nord de la planète. Donc les pays développés, dominants, sont situés au Nord, bien que bien sûr il y a certaines exceptions. Il y a aussi certains économistes qui ont utilisé à un certain moment pays de la périphérie pour désigner les pays en développement. Et puis finalement, pays émergents aussi. Voici un tableau publié par la Banque mondiale qui retrace le PIB par habitant en dollars entre le monde au niveau mondial et puis une différenciation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors, en 2010, le PIB par habitant, moyen bien sûr par habitant,
des pays à haut revenu, les pays développés, était de 39 174 $. En 2018, ça a avancé pour atteindre 44 786,6. Par contre, au niveau des pays du Sud, en moyenne, le PIB par habitant était de 3 590. En 2018, il a atteint 4 971,2. Donc, regardez la différence entre les différents pays. Donc, en moyenne, on passe de 39 174 à 3 590. C'est vraiment une différence. Donc, le PIB par habitant des pays du Sud, il tourne autour des 10% du PIB par habitant des pays du Nord, ce qui est une différence énorme. Et ça reflète les différences en termes de croissance économique entre les deux types de pays.